Bienvenue. Merci Sylvie Alice pour cette présentation. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous entretenir d'un sujet que je considère important, bien sûr. Donc, pourquoi libérer le souffle? Pourquoi libérer la respiration avant la marche? Une question qui m'est souvent posée parce que les gens me disent, oui, mais nous respirons déjà, alors pourquoi faire plus? Et pourquoi la marche ou une activité physique ne serait-elle pas suffisante pour améliorer notre respiration? Alors, pour procéder ce soir, j'ai préparé un PowerPoint afin que vous puissiez, en plus de l'enregistrement de la conférence, là, afin que vous puissiez obtenir, si vous le désirez, une copie PDF du PowerPoint là, qui sera disponible aussi à ceux qui voudront me le demander par retour du courriel. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la présentation. Tout va bien, Sylvie Alice, pour le partage d'écran? Merci. Voilà. Je vais juste enlever. Voilà. Très bien. Alors, pourquoi libérer le souffle en marche afghane? Une réponse importante tout d'abord, parce que c'est une question de conservation d'énergie et en même temps de liberté d'esprit. Nous savons que la conservation d'énergie, on en entend parler beaucoup au niveau du climat, la dépense énergétique, mais cette dépense énergétique-là commence d'ailleurs par notre propre dépense énergétique à nous. Alors, comment se fait-il que l'on dépense trop d'énergie même pour des activités qui sont simples? Un petit problème. Le diaporama ne se déroule plus. Voilà, OK. Alors, pour quelle raison? C'est tout simplement que nous avons des tensions chroniques dans notre vie, et ça depuis la naissance et même avant. Des tensions chroniques qui nous amènent à surconsommer. Alors, nous sommes enclins à surconsommer malgré nous, poussés par la vie. Nous devenons en équilibre forcé. Et tout cet effort-là, cette surconsommation, elle est normalisée. Alors, souvent, on ne s'en rend même pas compte. Alors, l'objectif de libérer le souffle, c'est d'amener un équilibre santé plutôt qu'un équilibre forcé. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on a comme tension chronique, une partie qui est volontaire, consciente ou inconsciente, mais il y a aussi une partie qui est involontaire, qui est créée par l'ambiance, qui est créée par tout ce qui se passe sur la planète et même au-delà. L'équilibre santé va nous emmener aussi une liberté, et j'entends par liberté être dans une position de neutralité à chaque respiration, ce qu'on peut appeler le moment présent. Pour y arriver, des petits trucs qui ne sont pas toujours simples, mais qui demandent de la pratique, mais qui amènent de bons résultats, il faut enlever l'excès d'esprit de compétition, pardon, l'excès de comparaison avec les autres et l'excès d'identification aussi à toutes sortes de paramètres qu'on a dans notre vie, comme notre place sociale, notre emploi, etc. Et dans le but finalement de partager ce que l'on est, de partager notre souffle pour que tout le monde soit gagnant. On parle de marche afghane, on peut dire que c'est une marche cohérente et rythmée, et c'est important d'avoir des connaissances qui sont ajustées, qui sont le plus juste possible en fonction du moment présent, des connaissances qui évoluent à chaque jour. Alors, si on veut une respiration libre avant la marche, en fait, ce que l'on désire
obtenir au niveau du corps, c'est un sternum qui sera libre, des bras qui seront libres, des jambes libres avec des pieds au sol, un soutien par le bassin qu'on peut appeler le hara en zen chez les Japonais, mais aussi la capacité de faire des pauses de libération qui vont se faire en fin d'inspiration pour lâcher les épaules ou en fin d'expiration aussi pour maintenir, relâcher l'abdomen et amener une rééquilibration du taux de CO2 dans le sang. Avant, pendant, après, mais pendant la marche ou après aussi, euh, la libération se comprend une pratique de méditation active élargie libre, comme j'appelle, la Maël, c'est-à-dire une présence, une attention qui, pendant la marche, va nous amener à être avec ce qui nous est agréable, mais apprendre aussi à être avec ce qui est perçu comme désagréable, comme dérangeant. S'il est bon de marcher dans le silence, c'est formidable, il faut aussi savoir marcher, méditer quelquefois, progressivement, dans des contextes qui seront plus bruyants. Parce que si on est toujours que dans le silence, ce qui va arriver, c'est que nous réagirons toujours de plus en plus à des stimulus, à des stress qui seront de plus en plus petits. Alors, la question de départ, comment respirez-vous? Si on monte l'histoire, hein, dans des rois français, il y avait des gens qui leur demandaient le matin, comment allez-vous à la selle? Alors, comment vos intestins marchent-ils? Et si les intestins du roi avaient marché le matin, la journée se passait bien. Maintenant, évidemment, on est évolué un petit peu plus vers un trône du 21e siècle qui est différent, mais la notion de comment allez-vous à l'aisselle est toujours reliée autant à la respiration et aussi à la marche physique. La respiration, c'est notre façon incarnée d'exprimer le souffle, d'exprimer l'esprit de la vie, l'esprit de la nature. La respiration, lors de la marche, si nous la libérons, c'est pour qu'elle soit attentive, pour avoir une meilleure présence. C'est aussi pour qu'elle soit cohérente entre ce qui va se passer au niveau du tronc à l'extérieur et les poumons à l'intérieur. Ça a été la particularité que j'ai pu faire comme inhalothérapeute, de vérifier quelle était la cohérence entre les volumes pulmonaires. Est-ce que vraiment nous respirons bien quand nous croyons bien respirer en bougeant le ventre, le thorax ou le tronc? Et la respiration, bien sûr, elle est rythmée pour nous amener dans une performance, entre guillemets, dans une performance juste. Alors, c'est important que ce que j'entends par performance, évidemment, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas pour une médaille d'or, mais comment on peut développer notre plein potentiel. Alors, souffle, respiration, pour un esprit libre, pour une psyché libre, un mental, des émotions, mais ce qui nous concerne surtout ce soir, sans faire abstraction des autres, sera d'être capable de mieux comprendre comment libérer, avoir un corps libre en mouvement pour la marche afghane. Libérer le corps, ça veut dire relaxer. Et dans un état de relaxation, ce n'est pas un état d'affaissement, c'est un état où on aura une posture juste. Et l'intérêt de tout ça, c'est d'arriver à utiliser le moins possible les muscles qui sont tendus en permanence. Donc, on les libère en partie. Ensuite, on essaie de rester à l'intérieur d'un rythme qui va nous permettre de développer le plein potentiel qui peut être amené par la marche afghane. Si on se rappelle, pour ceux qui connaissent déjà la marche, on utilise des rythmes courts. Ces rythmes courts-là, en fait, c'est de marcher d'inspirer sur un pas ou deux, d'expirer sur un pas ou deux. Alors, qu'est-ce que cela permet? Ça permet tout simplement de n'utiliser que les muscles qui ne sont pas
entendu de façon chronique. Donc, on est toujours à l'intérieur d'une respiration courte, libre, sans augmenter la dépense d'énergie. Alors, en libérant le souffle, ça va nous permettre d'obtenir le même résultat que nous obtenons avec les rythmes courts, mais vers des rythmes beaucoup plus longs. Alors, vous comprendrez l'intérêt de cette pratique où on va moins se fatiguer, moins forcer, et on va obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants à tout point de vue. Et ce qui sera important aussi, bien sûr, sur le long terme, parce que ce que l'on vise aussi, c'est la prévention et le bien-être à long terme le plus longtemps possible. Alors, respirer, c'est simple, mais imaginez qu'à chaque inspiration, chaque expiration, c'est tout ce que vous voyez qui interagit sur vos tensions et sur cette respiration même. À gauche, nous avons les besoins là, selon la pyramide de Maslow, mais que j'ai un peu transformé, actualisé, parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement une pyramide, puisque tout ça, un peu comme le yin et le yang, apparaît en même temps dans nos pensées, consciemment ou pas, selon notre situation. Et si on ajoute tout ce qui est à droite, nos connaissances, notre philosophie de vie, nos différents liens sociaux, chaque pensée, chaque émotion, tout ce que l'on ressent ou pas, l'état de notre corps en fait, tout ça interagit en ce moment chez vous, à chaque instant, dans votre respiration, dans l'état de vos tensions, dans l'état de votre détente. Alors, on comprendra que le souffle, c'est global, mais en même temps, une chose très importante, c'est que le souffle, c'est ce qu'il y a de plus intime chez un être humain. D'où l'importance justement de ne pas se comparer à d'autres, encore moins à la marche afghane. Respirer, marcher, pour moi, c'est presque synonyme. C'est un mouvement de vie et de maturation du premier au dernier souffle. Si on prend dans l'incarnation, bien sûr. Alors, on comprend que le bébé à la naissance, il est souvent sur le dos, il est en appui sur le sacrum, sur la colonne et sur l'occiput. Donc, il a déjà un appui solide sur une structure solide. Et parce que ses côtes ne sont pas suffisamment formées, il va respirer surtout par le ventre. Et par la suite, à travers les différentes étapes de la marche, il va se tourner sur le ventre, il va ramper, il va marcher à quatre pattes, il va aussi s'accroupir jusqu'à la station debout, où là, idéalement, il serait dans une position où il serait en appui sur le bassin, en appui sur le carpem, là. Il serait le centre d'appui respiratoire et postural en mouvement. Alors, ce sont toutes ces étapes-là, en fait, qui représentent un cycle de vie, mais qui représentent aussi un cycle à chaque fois que nous amenons une petite détente dans notre corps. Par exemple, hein, j'ai toujours mes abaisse-langues avec moi. Alors, à chaque fois que l'on peut prendre nos abaisse-langues entre les doigts pour marcher ou avant de marcher, à ce moment-là, c'est un peu comme si on revivait chacune de ces étapes-là. Il va y avoir une détente dans notre corps, il faut en être conscient, il faut essayer de s'appuyer sur le sacrum, dans le bassin. Il y a des tensions qui lâchent, il faut se soutenir. Quelquefois, les tensions lâchent rapidement. On a une perte de soutien pendant un certain temps que l'on doit être en mesure de récupérer par la suite ou qui peuvent mettre un certain temps selon le niveau de tension de chacun. Et c'est comme ça, ainsi de suite, du premier au dernier souffle. Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est si important de respirer le mieux possible pour marcher le mieux possible. Libérer le souffle, finalement, c'est quoi? C'est retrouver notre vraie nature d'être pleinement humain. Par la présence que ça demande, ça nous permet de mieux nous connaître, mieux connaître l'autre. Ça nous permet de mieux accepter ce que l'on est et mieux accepter l'autre aussi.
Ça permet de valoriser ce qui nous rapproche vers l'autre, d'accepter à son rythme ce qui nous éloigne d'une respiration libre, parce que l'enjeu est là aussi. Oui, nous respirons, nous faisons plein de belles choses. Maintenant, c'est important aussi d'accepter ce qui nous empêche de bien respirer, sans comparaison, sans culpabilité, et en faire un tremplin aussi, pour nous, comme pour les autres, pour avancer. Et pour ça, on doit apprendre à se dévoiler. Et là, je marque une petite note pour dire pas dénoncer, pas par vengeance, pas par culpabilité, mais nous dévoiler dans l'action publique, hein, dans des actions publiques, dans des changements, certaines habitudes, certains comportements, et aussi en même temps, ben, il y a certaines avancées qui devront se faire plus dans l'intimité, bien sûr. Alors, l'important au niveau corporel, peu importe l'exercice de libération, sera d'enlever ce qui nous éloigne de notre nature libre. Puis ce qui doit être va surgir automatiquement. Mais ce qui surgit automatiquement, ben, on doit l'utiliser. On doit en être conscient, puis on doit l'utiliser comme tremplin. Alors, ce qui amène à dire qu'être en marche paisiblement vers soi, vers l'autre, c'est chaque pas qui est important. Bien sûr, on vise un résultat, mais le résultat, peut-être qu'on l'atteindra, peut-être pas, ça prend un certain temps. Il y a des périodes peut-être un peu plus difficiles, dans certains cas très difficiles même, mais d'autres qui vont être géniales, faciles, épanouissantes, joyeuses, bien sûr, la plupart. Mais il ne faut pas oublier en fait que toute cette marche, cette démarche ne dépend pas que de nous. D'où l'importance de toujours reprendre à chaque jour, chaque instant, chaque respiration, cette libération de notre respiration. Alors, l'inspiration, elle est intérieure. L'inspiration, c'est d'abord les poumons. Donc, on respire par le nez, bien sûr. Ce sont des muscles invisibles qui se contractent, hein, les intercostaux, le diaphragme qui descend, qui s'aplatit, qui devient plus large et qui permet aux poumons, mais en partie dans le dos. On voit ici la partie dorsale, la partie diaphragmatique, là. Et c'est cette partie-là qu'on doit viser en faisant nos exercices de libération de la respiration, ce qui va permettre l'ouverture des dernières côtes. Alors, lorsqu'on veut vérifier comment est notre état respiratoire, la première chose à faire, c'est est-ce que mes dernières côtes ouvrent? Et pour ça, si vous voulez le faire actuellement, vous pouvez le faire un peu tout en m'écoutant. Placez vos mains sur les flancs, en fait, entre les hanches et vos dernières côtes. Vous inspirez doucement, de plus en plus profondément. Et est-ce que il y a un gonflement au niveau, une amplitude au niveau des flancs et surtout au niveau des flancs, mais de la portion dorsale? Vous pouvez juste observer ça tranquillement. Pourquoi? Parce que c'est l'inspiration pulmonaire dorsale basse qui est signe finalement avec l'ouverture des côtes d'une excellente respiration libre, en partie, et tout ça devrait se faire quand même avec un mouvement limité du tronc. Souvent, on pense qu'il faut que le tronc bouge beaucoup pour inspirer, et c'est souvent là qu'on respire le moins, une fois que l'on mesure vraiment nos volumes pulmonaires. Alors, je le répète, l'inspiration, c'est le mouvement du diaphragme qui est en appui sur l'abdomen. C'est la définition qu'on pourrait donner à respiration abdominale. C'est pas le ventre qui gonfle, en fait, sur l'inspiration, c'est l'appui qui nous permet, surtout sur l'expiration, d'avoir une posture qui est érigée, qui est droite, qui permet finalement d'avancer, de libérer les bras, de libérer les jambes pour l'équilibre à la marche et évidemment de libérer la tête aussi. Alors, tout ce qu'on fait pour libérer, que ce soit les abaisses longues, des petits coussins, différents exercices pour la mâchoire, pour le front, pour les yeux,
pour les mains, les massages, les différents mouvements. L'objectif, c'est à partir de tensions qui sont situées au niveau de la tête, des bras et des jambes, c'est de renverser, c'est-à-dire de faire un retournement de notre poumon de l'effort que l'on fait et de l'emmener progressivement à un poumon qui sera plus large en bas, qui pourra vraiment s'élargir à une pression qui va être diminuée en haut. Donc ici, il y a moins de pression et ça va devenir une grande force une fois que c'est rendu dans notre bassin. Plus on est fort, plus on est libre en haut, ben, plus la dépense d'énergie sera petite et plus on pourra jouir de la marche afghane. Et de la vie en général aussi, bien sûr. Alors, je vais parler de cohérence, on peut parler de cohérence cardiaque, mais pour avoir la meilleure cohérence cardiaque, il faut déjà qu'il y ait un lien qui est sain entre la quantité d'air qu'il y a dans nos poumons, pardon, entre la quantité d'air qui rentre dans nos poumons et le mouvement extérieur de tout le tronc. Hein, le mouvement entre les clavicules, le mouvement clavicule pubis sur les côtés et dans le dos. Alors, il faut que ce mouvement-là du tronc extérieur soit le plus petit possible en tout temps, de façon à pouvoir avoir un volume pulmonaire qui sera ajusté à nos besoins, à notre rythme de marche, mais c'est comme ça dans tous les aspects de notre vie aussi. Alors, cette cohérence-là, si on prend mon petit poumon à gauche, là, qu'on appelle Célestin en Europe. Alors, si vous remarquez les couleurs, si je reprends ici au niveau du tronc, en fait, au niveau du vert, au niveau du violet, ça c'est toujours la quantité d'air qui reste dans nos poumons après chaque expiration. Chaque fois qu'on voilà, l'appareil est très sensible. Voilà. Alors, à chaque fois que l'on respire un peu plus, comme votre respiration actuelle, ce serait le volume jaune. Alors, vous inspirez, tout le tronc se soulève simultanément à chaque inspiration et revient à la position violette à chaque expiration. Alors, il y a un léger volume, un léger mouvement de tout le tronc simultané et non pas avant, par le haut ou par le bas. Et ça devrait se faire en tout temps. Alors, je reviens là-dessus, c'est très important. Si vous ne reteniez que ça ce soir, c'est pas ce que vous allez retenir, j'en suis certain, mais il n'y a pas de poumon dans le bas du dos, bien sûr, mais il y a un bout de poumon qu'on doit absolument, par différents exercices de libération, aller stimuler si on veut une libération des bras, de la tête et des jambes pour une marche efficace à moins grande dépense d'énergie. Et pour ça, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, que vous pouvez refaire, vous allez placer vos mains sur les flancs, un peu vers l'arrière, vous inspirez un peu plus profondément. Quelquefois ça se fait, d'autres fois ça se fait pas. Là, c'est un test uniquement pour vérifier. Hein. Si on faisait des exercices, ce qui n'est pas le but de la conférence ce soir, là, mais si on faisait des exercices, vous verriez qu'il y aurait un changement après les exercices. N'empêche que la partie la plus importante de la respiration pour qu'elle soit libre, c'est l'expiration et la capacité à faire des pauses aussi pour améliorer la tolérance au CO2. Alors, on sait qu'à l'expiration, le diaphragme remonte, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que dans la première partie de l'expiration, qui devrait être la plus grande possible, ça devrait être un relâchement des muscles qui se sont tendus pour inspirer ou des muscles qui sont tendus plus ou moins en permanence, pour toutes les raisons qu'on a vues ensemble au début de la conférence. Alors, c'est d'abord un relâchement, c'est ce qui est favorisé par les exercices de libération de la respiration. Et ensuite, après ce relâchement, vient un effort volontaire, un appui volontaire qui va permettre
de vider le poumon le plus complètement possible, en sachant évidemment que le poumon n'est jamais complètement vide. Donc cet effort-là, si notre respiration n'est pas libre avant, nous allons le faire avec les mauvais appuis. Nous allons forcer beaucoup, 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 et nous ne réussirons jamais à tout expulser l'air des poumons. Par contre, si on a bien libéré le souffle, on va être capable de relâcher au maximum et de faire un effort qui sera surtout concentré dans le bassin et qui va nous permettre à ce moment-là de vider le plus possible nos poumons et d'avoir un meilleur appui aussi postural. Parce que l'appui postural vient de cette expiration complète qui permet de nous tenir, en guillemets, au niveau de la colonne, au niveau du sacrum, au niveau des jambes et en lien surtout avec des clavicules et un sternum libre. Assis-toi, respire, lève-toi et marche pas à pas. Bon, il y a déjà la phrase lève-toi et marche là. Je pense qu'il prend tout son sens dans la capacité d'abord à s'asseoir. Libérer le souffle, c'est être capable d'être dans son bassin, d'être soutenu, déjà d'être une posture qui sera la plus libre pour diminuer notre effort. Toujours diminuer. On n'a pas idée de toute la dépense énergétique, l'usure de nos structures que l'on fait si on ne libère pas notre souffle avant la marche. Donc, diminuer cet effort-là, la conserver pendant la marche, mais ensuite dans nos activités quotidiennes, je crois que c'est très important. Et pour ça, dans la pratique, on doit détendre les yeux. Il y a différents exercices. Détendre la mâchoire aussi, qui ont un lien direct avec l'occiput. Donc, qui est l'occiput, qui est relié par la colonne au sacrum. C'est important de détendre les mains, les bras, qui vont avoir un impact sur la liberté du sternum qui doit monter à l'inspiration et revenir au point de départ à l'expiration et non pas rentrer à l'intérieur à l'expiration et encore moins rentrer à l'intérieur comme on le voit très souvent chez des gens qui prennent de grandes inspirations et qui enroulent les épaules à ce moment-là. Mouvement qui est dû finalement à des tensions chroniques seulement. Ensuite, il y a quelques exercices aussi pour les pieds, mais surtout les mollets. Et chaque petit cycle d'exercice, idéalement, là, devrait comprendre une intégration de notre respiration qui est de plus en plus enracinée dans le bassin. Alors, il y a différentes façons de se poser. Hein. Si je passe rapidement, on peut s'asseoir ou s'allonger pour se poser, mais si on est allongé, on peut mettre des petits coussins, des serviettes sous les mollets, le sacrum, les poignets, les épaules, même sous la tête. Moi, ici, actuellement, je peux juste tenir un petit coussin, je laisse ma main comme si elle passait au travers et déjà, je sens une détente qui s'installe dans ma main, dans la mâchoire. Je peux faire de l'autre côté. Hein, ça prend que 30 secondes. Vous pouvez prendre un ballon, vous pouvez mettre la main sur un bol. C'est très simple de faire certains exercices. Si vous êtes à l'extérieur, il y a des petites choses que vous pouvez apporter, mais que vous pouvez faire aussi. C'est très, très léger et c'est facile de libérer notre respiration. Un aspect important, essentiel, c'est, on parle de liberté, mais c'est d'être capable d'avoir la tête libre. Quand on parle de tête libre, c'est vraiment à partir de la première vertèbre cervicale, c'est-à-dire à partir de l'espace qui est situé sous les oreilles, mais vraiment le plus haut possible sous les oreilles, entre la mâchoire et l'os de l'occiput. Et cette tension-là, cette liberté-là, ben, est due en grande partie aux tensions qu'on peut avoir dans les yeux, autour des yeux, aux muscles de la mâchoire, et sont directement reliées aux tensions dans nos mollets.
D'où, par exemple, lorsque la température le permet, bien sûr, mais de se placer à genoux, souvent avant de partir marcher, de au moins plier un genou, masser ses mollets avant la marche, pendant la marche et après, et ça aura un impact immédiat au niveau de la libération de la tête, tout comme une libération des yeux ou de la mâchoire aura aussi un impact sur la détente des mollets, donc sur l'équilibre de la marche et sur la facilité à avancer avec le moins d'effort possible. Équilibrer sa respiration, équilibrer sa marche, il y a des trucs simples, hein? Certains les connaissent. On peut toujours prendre les abaisse-langues si on veut, en tout temps. Mais évidemment, on peut faire quelques pas, je dis bien quelques pas en marche arrière régulièrement, de façon à rééquilibrer. Vous comprendrez que toute notre vie, on marche en avant, ce sont toujours les mêmes muscles qui se tendent, qui compensent, qui retiennent. Alors, aussi souvent que vous pouvez, faites quelques pas, vous vous retournez prudemment, bien sûr. Faites quelques pas en marche arrière, laissez les bras bouger, qui ne bougeront pas de la même façon, mais et tout ça permet une rééquilibration, puis après, vous pouvez partir avec une meilleure posture et souvent même une meilleure vision. La présence, l'attention est fondamentale. C'est pour ça que je vous ramène à ce qu'on a parlé précédemment à Maël, la méditation active, élargie, libre, qui fera l'objet d'une pratique lors de l'atelier, lors des deux ateliers d'ailleurs que je donnerai le lundi le 23 mai et mardi le 24, pour comment être avec, mais être avec tout ce qui se passe aussi, de façon à élargir notre sensibilité et être capable de moins réagir au stress ambiant, parce que c'est beau vouloir libérer, mais si on continue de réagir au stress ambiant, bon, on va toujours devoir en faire de plus en plus, mais on peut se désensibiliser aussi au stress ambiant. On peut aussi en évitant bien sûr l'hyperventilation qui va nous permettre de performer. Parce que souvent, on va s'habituer à un rythme de marche. On va devenir être bien dans nos tensions et sans s'en rendre compte, on va hyperventiler. C'est ce qui va nous permettre de performer à court terme. Ah, on va dire c'est bien, j'ai pu allonger, j'ai pu faire plus là, mais souvent c'est parce qu'on a hyperventilé. Alors on a sauté des étapes et à ce moment-là, on augmente tout le processus d'inflammation du corps avec une diminution du taux transitoire de CO2 dans le sang, d'où l'importance des pauses aussi pour permettre de vérifier est-ce que notre respiration est libre, est-ce que nos côtes, nos flancs ouvrent bien, puis est-ce qu'on est capable de faire des pauses pour peut-être que le taux CO2 augmente et diminuer l'inflammation, puis peut-être aussi des petites courbatures qui viennent après les exercices de libération de la respiration. Alors, cette présence-là aussi va permettre d'éviter la fermeture des dernières côtes et qui peuvent se produire lorsqu'on augmente le rythme aussi. Mais si on n'est pas conscient, on risque de se faire jouer un tour, ce qui empêche de bien profiter au maximum des différents rythmes de la marche afghane. Conserver son énergie, libérer le souffle, est-ce que c'est long? C'est toujours la question. On veut aller vite. C'est pas facile d'apprendre à ralentir. J'en conçois. Un exercice, on peut faire un petit exercice pendant 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. On peut les répéter, mais on peut aussi, avant une marche, peut-être qui pourrait durer une demi-journée, une journée ou plus, on pourrait aller facilement jusqu'à 60 minutes, tranquillement, de préparation, de conscience maximale, profiter de l'occasion finalement pour aller en chercher encore plus, mieux comprendre, mieux sentir, mieux être prêt et surtout si on est en groupe, de partager cet état-là avec les autres membres du groupe, parce que tout ce qu'on fait pour nous a des répercussions sur les autres aussi. Alors ça peut être une question d'enrichir encore plus la marche
ou même de raccourcir certaines randonnées et façon en profiter, faire des arrêts pendant la randonnée pour être encore plus conscient. Si on va en forêt, le paysage est magnifique, les parfums, les sons de la nature. Si on prend un peu plus de temps avant, bon, on pourra encore mieux profiter de la nature. Peut-être marcher un peu moins, mais marcher mieux. Évidemment, bon, conservation d'énergie, c'est avant, pendant, après, en tout temps. Alors, vous le savez, peut-être d'autres sont moins familiers, mais il y a deux bons livres de référence, là, La marche afghane pour tous de Sidi Alice, bien sûr, et son deuxième petit bébé là, qui est paru, qui a paru ici là, depuis un petit peu moins qu'un mois, je pense, là, le 20 avril environ. Alors, qui sont d'excellents livres pour accompagner, mais bien sûr que le mieux, c'est toujours d'être accompagné par vos instructeurs en marche afghane. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, cette conférence-là, c'est surtout pour revoir un peu de théorie, vous sensibiliser, revoir des choses, mais je vais être à Montréal là, entre le 20 mai prochain et le 27. Alors, il y a déjà un atelier de pratique en lien avec la conférence que je vous donne ce soir, le lundi 23, et j'ajoute maintenant le mardi 24 un atelier pratique pour mieux vivre, pour mieux expliquer, pour mieux comprendre ce que on a pu voir ce soir. Alors voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre écoute